Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune du 10 septembre 2022. Là, c'est l'heure pour Paris, donc n'en tenez pas compte. Alors tout d'abord, je tiens à vous faire mon mea culpa, à m'excuser parce que lors de ma précédente vidéo consacrée au cycle de lunaison, j'ai commis une erreur dans l'intitulé de ma vidéo puisque j'ai indiqué une pleine lune alors qu'il s'agissait de la nouvelle lune. Cela étant dit, dans le développé de ma vidéo, je parle de la nouvelle lune, mais ça a créé évidemment une petite confusion. Certains d'entre vous me l'ont fait remarquer et je vous en remercie parce que je ne l'avais pas vu et je tenais donc à m'en excuser. Voilà ce que c'est que d'être dans la Lune, celle-ci finit toujours par nous absorber. Alors donc voici la prochaine pleine lune qui aura lieu le 10 septembre prochain. Et on voit que cette prochaine pleine lune se fait dans l'axe Vierge-Poisson. La Lune va être à son plein puisqu'elle va prendre le lumière solaire puisqu'elle se trouve en face du Soleil. Elle n'est pas occultée. Alors là, on voit une pleine lune qui va se déployer dans le signe des Poissons. Autrement dit, une pleine lune neptunienne. La pleine lune est d'élément eau dans le signe d'eau des Poissons, donc je dirais qu'il y a une compatibilité. Et elle se fait dans l'axe Vierge-Poisson. Autrement dit, le monde de l'infiniment petit et le monde de l'infiniment grand. Le microscope et le poisson, la lunette astronomique. Donc vous voyez, on est dans des dimensions qui sont très opposées. Donc autrement dit, le monde de Mercure, analytique, méthodique, précis, et le monde de Neptune, l'inspiration, l'ouverture vers l'infiniment grand, le cosmos. Donc la Lune, qui va prendre son plein dans le signe des Poissons, va donc le prendre dans le monde de Neptune. Alors il y a donc une compatibilité en ce qui concerne les éléments, et cette lune va être d'autant plus neptunienne que l'on va tout de suite positionner Neptune. Et vous voyez, il y a une conjonction Lune-Neptune au moment de la pleine lune. Et il y a 7 degrés d'orbe, donc ça veut dire que nous aurons une conjonction Lune-Neptune à peu près dans les 14 heures qui suivront, donc une demi-journée. Un peu, et il y aura une conjonction Lune-Neptune qui va se former, donc qui va renforcer, je dirais, cette lunaison neptunienne. Alors comment traduire ça? Eh bien écoutez, là avec la Lune, vous savez, elle symbolise les sentiments, le rêve, c'est aussi les liens familiaux, c'est aussi notre part d'inconscient. C'est le yin, tout ce qui est lié à la féminité. Alors la féminité, évidemment, autant chez l'homme, et évidemment, chez la femme, il va sans dire. Donc on est dans un monde donc ultra réceptif, d'hypersensibilité. Et donc une lune qui se déploie dans le signe des Poissons, au contact en plus de Neptune, là on voit qu'on a une lune hyper émotionnelle, hyper sensible, hyper réceptive. Et elle s'oppose en fait aux forces rationnelles analytiques d'un soleil dans le signe de la Vierge. Autrement dit, il va y avoir une alternance entre un aspect, je dirais, très sérieux, très rigoureux d'une Vierge, signe de terre, et le lâcher-prise, Lune-Neptune des Poissons, qui nous ouvre complètement sur le monde de l'invisible, le monde des énergies, le monde, c'est aussi la poésie, c'est la musique, c'est l'inspiration, c'est le monde ultra sensible, c'est l'empathie à plein bras, si j'ose dire, à pleine âme. La Lune, c'est notre âme. Et le Soleil, on pourrait dire que c'est l'esprit. Et on voit qu'il y a une alternance entre ces deux forces. Alors, il va falloir trouver, évidemment, encore une fois de plus, le juste milieu. Et je vais positionner une planète qui vient aussi un petit peu attiser cette lunaison immédiatement, c'est Mars. Vous voyez, et Mars est ici. Et Mars est au double carré de cette pleine lune. C'est-à-dire qu'il fait un carré à la fois au Soleil et bien entendu un carré à la Lune, puisque nous sommes dans une pleine lune et que la pleine lune, c'est l'opposition Soleil-Lune. Et on voit que nous avons donc cette pleine lune qui est en dissonance avec Mars. Alors certes,
il y a 6 degrés d'orbe pour un carré, mais avec un cycle de lunaison, on peut prendre un orbe très très large. On peut déborder le cadre des 6 degrés du carré, on peut aller au-delà. Donc on a une pleine lune hyper émotionnelle, hyper affective, hyper réceptive, à fleur de peau, qui prend le carré de Mars en Gémeaux, qui est un Mars électrique, très nerveux, très rapide, virevoltant, hyper réactif. Autrement dit, là, nous avons déjà, uniquement dans cette figure, ce grand carré hanté, vous voyez là, complètement, on a là déjà une idée de ce que ce cycle de lunaison, c'est-à-dire cette pleine lune, et après, petit à petit, comme vous le savez, il va y avoir de nouveau la nouvelle lune qui va se former. Elle se formera vraisemblablement dans le signe de la Balance au début, mais toujours est-il, présentement, excusez-moi, je parle un peu vite, mais toujours est-il que là, présentement, cette pleine lune est une lune à fleur de peau. Je dirais même une lune d'hypersusceptibilité. Alors évidemment, on va être plus ou moins chatouilleux, on va être plus ou moins réceptif, on pourrait avoir des réactions très vives, etc., etc. Donc il va falloir évidemment essayer d'être dans ce petit soleil vierge qui est plutôt dans la secondarité, qui est dans la réflexion, qui n'est pas dans le côté trop, je dirais, émotif, voyez. Et il va falloir essayer d'être au mieux dans ce soleil pour arriver à contrebalancer précisément cette pleine lune hyper réceptive à fleur de peau. Alors évidemment, pour les signes doubles, Poisson, Vierge, Gémeaux et Sagittaire, tout ceci, ça vous concerne notamment les natifs fin du 2e décan. Et même le 1er décan, puisque le 2e décan, puisque Mars est au tout début du 2e décan. Voyez. Mais alors là, ce sont eux qui sont principalement concernés par ce cycle de lunaison, donc attention à vos réactions. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, parce que, comment vous dirais-je, comme cette pleine lune est très affective, quand on est touché sur le plan affectif, évidemment, on réagit immédiatement. Mars en Gémeaux, il est très rapide, c'est du vif-argent, c'est de la spontanéité. Donc, évidemment, c'est pas toujours facile de se maîtriser, de se contrôler. Attention également dans tout ce qui va être lié au déplacement, à la mobilité. Mars Gémeaux, il est dans le signe de Mercure. Ce sont les déplacements, la mobilité, le mouvement. Attention, pour les déplacements, il pourrait peut-être y avoir des perturbations dans les transports ou dans les vols aériens, je ne sais pas. Bon, enfin, bref, il y a là aussi, attention, les réflexes ne pourraient pas être très bons, ou alors les distances mal calculées. Attention à ce qui va être fait aussi sur ce plan-là. N'allons pas trop vite, ne nous précipitons pas, ne cédons pas à nos nerfs. Alors précisément, puisque Mars est sous la maîtrise de Mercure, on va positionner Mercure. Et Mercure, lui, il est en Balance. Voilà. Et il fait un trigone à Mars. Donc on a un Mercure vénusien en recherche d'équilibre, d'harmonie, au trigone d'un Mars. Donc on a un Mars qui est plutôt dynamique, un Mars qui, comment dirais-je, essaye plutôt, c'est un Mars de concorde, un Mars qui essaye quand même d'arranger les choses. Donc je dirais que Mercure est le maître du Soleil, puisque le Soleil, n'est-ce pas, est dans le signe de la Vierge. Donc, on a là un Mercure qui est plutôt, je dirais, rassurant, mais il est quand même au trigone de Mars. Attention, certes, c'est un trigone, mais quoi qu'il en soit, il est au trigone de Mars. Donc, c'est un Mercure qui est plutôt réactif, plutôt rapide. Mais par trigone, on peut déduire que ça sera un Mercure et un Mars constructif, donc un trigone plutôt constructif. Alors il est très très bon pour la communication, les échanges, etc. Mais là aussi, attention, contextualisons l'ensemble. Communication, mais attention dans tout ceci de ne pas de temps en temps se montrer trop frileux, trop réactif, trop à fleur de peau.
est susceptible et voilà, on se laisse un petit peu emporter, puis on va dire des choses qu'on va regretter par la suite parce que Mercure est en balance justement et que c'est plutôt un Mars qui cherche à établir de l'harmonie, alors on va le regretter. Voilà, et on va se fondre en excuses, en mea culpa, etc. etc. Bon. Alors on va continuer à positionner les planètes, puisque Mercure est en balance, eh bien on va positionner Vénus, puisqu'elle est sous la maîtrise de Vénus. Vénus est en Vierge. Voilà. On a une Vénus Vierge au carré de Mars. C'est un carré appliquant. Alors on dit que la Vénus en Vierge, on dit qu'elle est en chute, puisqu'elle trouve son exaltation en Poisson. Alors c'est une Vénus évidemment dans le signe de Mercure, une Vénus dans un signe de Terre. Une Vénus qui est un petit peu plus cérébrale, rationnelle, c'est-à-dire que, comment dirais-je, les sentiments ne prennent pas le pas sur la raison. C'est une Vénus analytique, une Vénus qui est donc très sensible aux idées, aux mots. Elle est dans le signe de la Vierge, de Mercure. Hein. Et là, il y a une réception mutuelle, voyez-vous, entre Mercure et Vénus. Hein. Ils s'échangent leurs signes, on va dire leur domicile. Donc, on a là quand même une secondarité qui s'installe de nouveau, qui est intéressante. Hein, et qui nous amène évidemment à être un petit peu plus en recul par rapport à nos émotions et à nos sentiments. Mais alors c'est pareil, le carré de Mars vient un petit peu égratigner cette petite Vénus-là en Vierge. Il vient un peu la bousculer, l'égratigner, donc là aussi sur le plan des relations, des sentiments, comme je dis toujours, la vie sociale. Là aussi, il y a quand même un élément de contrariété qui se fait sentir. Hein, un indéniable, comment dirais-je, climat. Alors on peut, avec cette Vénus Vierge, arriver à analyser, hein, à décortiquer le pourquoi. C'est vrai qu'on a là les outils pour ça. Mais il est vrai que cette Vénus-là n'est pas très expansive. Par opposition justement à la Lune, on va dire que Vénus c'est l'amour et la Lune c'est les sentiments. Alors tout ça est très très subtil, mais là c'est les sentiments familiaux et là c'est plutôt les sentiments amoureux, hein, avec Vénus. Hein. Alors on voit que là il y a quelque chose de très expansif et là par contre c'est un petit peu plus restrictif, un peu plus... Avec la Vénus Vierge aussi une Vénus très élitiste, vous savez, qui est très exigeante sur le plan intellectuel, sur le plan des idées. Donc elle a besoin aussi c'est une Vénus de perfection, en fait. Alors, quelquefois, elle peut être un petit peu, ennuyeuse, hein, parce que trop exigeante, peut-être trop pointue et trop pointilleuse. Hein. Mais ce n'est pas forcément un défaut. Loin de là, d'ailleurs. Alors, nous allons continuer l'exploration de cette lunaison. Alors, on va positionner maintenant Jupiter, le plus rapide des planètes lentes, le petit Zeus. On sait qu'il est toujours en bélier, hein. Il est à 5 degrés du bélier et il est dans la position d'un Mercure rétrograde. Je vais oublier de vous signaler ça tout à l'heure. On a une opposition Jupiter-Mercure. Écoutez, on l'avait déjà dans la précédente lunaison, hein, souvenez-vous, lors de la nouvelle lune précédente. Là, durant cette pleine lune, on a encore cette opposition Jupiter-Mercure. Bon. Mais écoutez, on est dans le même canevas. Hein. Alors là, c'est un petit peu plus aigu parce que Mercure a maîtrise sur le Soleil et sur Vénus. Donc là, évidemment, avec Jupiter en face en bélier, il y a un côté expansif, c'est de la chaleur. Un Jupiter dans un signe de feu. L'air et le feu s'attisent. Alors, je dirais que on a là attention, évidemment, à ne pas trop en faire, à ne pas trop exagérer, à ne pas en rajouter dans la cour, comme on dit. Essayons d'être dans le Mercure plus modéré, ne tombons pas dans ce Jupiter un petit peu trop, qui aurait tendance à un peu trop exagérer les choses. C'est aussi la configuration de tout ce qui peut être lié à la légalité, le droit, les questions administratives. Là aussi, il pourrait y avoir des petites pagailles, des petits moments de contestation ou d'incompréhension. Là aussi, on prend son temps, on se pose, on ne se laisse pas emporter par les émotions. Lune, Neptune, Poisson, attention. Essayons de rester dans le registre du Soleil Vierge. Hein. Donc cette opposition Jupiter-Mercure joue surtout en ce sens-là. N'exagérons pas les choses.
c'est-à-dire ne mettons pas d'huile sur le feu, hein, pour résumer. Alors maintenant, on va positionner Saturne. Saturne est toujours en Verseau, à 20 degrés du signe. Là, il est au semi-carré de Jupiter. Hein. Alors, bon, je dirais que sur un plan collectif, là, ce sont deux planètes qui régissent plutôt déjà le collectif. C'est pas très très bon pour l'Union européenne. L'Europe étant régie par le cycle Jupiter-Saturne, on a là le semi-carré. C'est pas vraiment un aspect très positif. Ça marque une tension intérieure énorme et on voit un peu la situation actuelle avec la guerre en Ukraine. Bref, on est là dans une situation encore extrêmement instable et là on est dans des deux planètes de l'ordre et de la justice. Hein. Je dis toujours, Jupiter c'est l'avocat, Saturne c'est le juge. Hein. Les deux sont au carré l'un de l'autre. Donc il y a de la discorde, il y a de la mésentente et on voit aussi les questions qui sont liées à la justice en ce moment qui se posent. On est dans un espèce de marasme absolu, des incohérences absolues. Bref, on est bien dans ce cycle Jupiter-Saturne sur le plan collectif. Alors maintenant, sur le plan individuel, eh bien, il faut voir dans vos thèmes respectifs, hein, évidemment, les natifs du Verseau ou les personnes qui ont des planètes en Verseau dans les degrés là, de Saturne, ça les concerne en particulier, cette configuration. Bien, voyez, parce que Saturne vous demande de vous poser, de prendre du recul. C'est pas une planète expansive, loin de là. Elle freine, elle plombe, elle ralentit. En plus, c'est un Saturne rétrograde. Le Saturne rétrograde, il est très très content, puisque c'est plutôt une planète qui nous relie au passé, une planète de lenteur. Alors rétrograde, bah, il est encore plus fort. Donc, voyez dans vos thèmes respectifs comment ça se superpose. Hein. Mais tout au moins dans cette lunaison-là, on voit que Saturne ne forme qu'un semi-carré à Jupiter. Donc c'est plutôt une configuration collective. Alors c'est d'autant plus sensible sur le plan collectif que nous avons une conjonction Lune-Neptune. Et ça, ce sont les grandes vagues, les grandes eaux. C'est énorme. Hein. Alors espérons qu'il n'y ait pas non plus sur le plan climatique, à partir de cette lunaison et jusqu'à la formation de la nouvelle lune, des problèmes au niveau climatique également. Il est vrai que j'aborde assez rarement cette question, mais c'est à craindre. Hein. Lune-Neptune, c'est la grande vague, c'est le tsunami, c'est quelque chose d'énorme. Espérons qu'il n'y ait pas des orages qui éclatent avec des inondations ou des catastrophes naturelles de forte ampleur là avec le carré de Mars. Hein. Voilà. On va positionner Uranus. Alors Uranus est évidemment, comme vous le savez, toujours en Taureau, toujours conjoint au nœud nord, donc on a tendance, c'est-à-dire qu'il faut indéniablement rénover, il faut apporter du neuf. Là, on voit que ça se pose. Et actuellement, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Hein. Alors on a un Uranus qui est au trigone du Soleil et au sextile de la Lune, puisque, évidemment, vous voyez, il forme là un harmonique à la pleine Lune, hein, carré Saturne. On est de retour dans le carré Uranus-Saturne, qui est un carré restrictif, et on voit qu'on nous parle en ce moment de la fin de l'abondance, de la restriction, n'est-ce pas, de tout ce qui est lié à l'inflation. Vous voyez, on est bien encore dans le registre Saturne-Uranus, de nouveau. Par contre, cet Uranus-là, il est très très bon par rapport à la lunaison. Vous voyez, il est au sextile de la lunaison. Hein, vous voyez, là, le sextile qui rejoint ce cycle de lunaison. Alors évidemment, il donne une impulsion, je dirais, favorable. Alors c'est vrai que cet Uranus au sextile d'une lune en Poisson, c'est vrai qu'il y a un petit côté antinomique parce que Uranus est une planète de feu, c'est la foudre. Uranus, il dégage sur sa route, c'est le dieu du ciel, hein, c'est la fusée du système planétaire. Alors que Neptune, il est plutôt dans un rapport de lâcher prise. Je dis Neptune parce que la Lune, hein, est dans le signe de Neptune, hein, et elle est conjoint à Neptune, et 14 heures plus tard, il y aura la conjonction exacte, hein, donc on est en plein dedans. Donc on a là un sextile, mais qui est très très opposé en fait. On a deux dynamiques qui sont très, tout au moins singulières, distinctes l'une de l'autre.
Alors, il est vrai que cet Uranus vient nourrir cette pleine lune qui est plutôt en lâcher-prise, on se laisse aller, on rêve. Alors Uranus, il vient apporter sa petite charge d'énergie. Il vient un peu, pour employer un mot à la mode, et je vous prie de m'en excuser, il vient booster cette pleine lune, il vient la dynamiser. Allez, parlons français. Il vient la dynamiser, lui donner un petit coup de fouet. Alors ça peut marquer aussi des collectifs qui se forment en but de projets futurs. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Il peut y avoir la formation de collectifs, là, et qui s'organisent en vue d'un projet futur. C'est vrai qu'Uranus, on dit toujours qu'Uranus symbolise aussi les révolutions, mais enfin, tout au moins, il symbolise le renouveau, hein, pour mettre des bémols à la partition. Alors nous allons maintenant positionner Pluton, qui est toujours en Capricorne. Voilà, il est ici. J'aimerais qu'il fasse juste... Voilà. Alors on voit qu'il est au sesquicarré de Mars et au sextile de Neptune. Alors le sextile Neptune-Pluton est installé pour le moment. Je vous en avais touché un mot lors de la précédente vidéo sur la nouvelle lune. C'est ce qui évite que le monde bascule dans la folie pure et totale et la tragédie et j'en passe. Bon. Mais il y a quand même un petit sesquicarré à Mars, donc c'est un aspect plutôt de tension. Alors évidemment, au niveau communication, attention, hein. Là aussi, les déplacements, communication, ne soyons pas trop vifs, hein, évitons de rentrer dans des situations de conflit, mais qui pourraient être des conflits physiques, hein, parce que le Mars en Gémeaux, vous savez, le Gémeaux régit les mains, donc il régit les poings. Et là, on a quand même l'agressivité, la violence au bout des poings. Hein, et ça passe par le verbe, et puis après, ça se termine avec des points P-O-N-G sur les I. Donc, essayons de ne pas se laisser emporter par cette colère noire, hein, qui est marquée par ce semi-carré. Bon, il ne va pas durer, hein, évidemment, Mars va faire son avancée, mais tout au moins pour la lunaison, on a ce sesquicarré. Alors, voilà l'état du ciel complet. Maintenant, voilà la figure de cette pleine lune du 10 septembre. Alors globalement, on a quand même une pleine lune qui est assez tendue, hein, assez en tension, une pleine lune hyper réceptive. Hein. On voit que globalement, on a quand même là, si on rajoute en plus les nœuds lunaires, tenez, je vais vous rajouter les aspects. Alors les nœuds lunaires sont en sextile de la pleine lune. Hein, vous voyez. Le nœud nord et le nœud sud, trigone, sextile. Voyez. Bon. Mais reste que si on rajoute les nœuds, on voit que on a quand même une architecture céleste qui est plutôt, je dirais, tendue. Hein. Les lignes harmoniques sont assez, je dirais, énergiques. On a un Soleil Uranus et on a un Mercure Mars. C'est vrai que là, on est dans des rapports de feu, c'est plutôt des aspects assez énergiques, c'est Uranus. Donc, on a quand même un foyer à l'intérieur de tout ça très fort, mais attention que ça ne dérape pas. Vous voyez, attention de ne pas nous laisser submerger par nos émotions ou alors nous laisser carrément gagner par une espèce de délire, comment dirais-je, un idéalisme béat, une forme d'utopie, un délire qui pourrait nous emmener évidemment à couper la ligne jaune et puis à faire du n'importe quoi. Hein, puisque Lune-Neptune, c'est quand même très indéfini. Il n'y a pas de forme, c'est du sans frontières. On est dans le côté très universel avec ça. Voyez. Donc attention de ne pas faire du n'importe quoi non plus, parce qu'on est emporté par un bel élan, Uranus précisément, hein, voilà, qui est justement à l'intersection de cette pleine lune. Hein, il fait la résolution dialectique de l'opposition. Voilà, on est porté par quelque chose de novateur et on y va. Alors attention que ça ne se traduise pas par un coup d'épée dans l'eau. Hein, ce carré en signe double Mars vers le signe de Neptune. Hein, attention donc. Alors, sur un plan évidemment maintenant de vie plus intérieure, évidemment, on va dire spirituelle, alors évidemment cette lunaison-là est très belle, hein. Bien sûr, on est dans le monde de l'inconscient, le monde du rêve, le monde de l'inspiration, alors
pour les créateurs, les musiciens, les poètes, les écrivains, je ne sais, enfin, tous ceux qui font appel à ce registre-là, bon, bah, c'est une très belle lunaison, hein, bien sûr. À partir du moment où on bascule dans le monde non phénoménal, le monde immatériel, c'est une très très belle lunaison, mais qui nous demande d'établir un équilibre parce qu'on a un soleil dans le signe de la Vierge qui est très rationnel. Hein. Alors, essayons de jouer cette belle configuration d'Uranus qui nous permet d'innover également, innover pour le collectif. Hein. Essayons de le jouer d'une façon très mesurée et équilibrée. Voilà. Alors ensuite, comme je le dis à chacune de mes vidéos consacrées au cycle de lunaison, plaquez ce thème sur vos thèmes respectifs. Voyez dans quelle maison va se jouer cette pleine lune dans vos thèmes respectifs. Hein. Les maisons, parce que c'est là où vous serez le plus sensible dans votre vie. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vais arrêter ici l'analyse de cette pleine lune. Je vous remercie de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon site internet parce que je rédige des articles et vous trouverez l'adresse de mon site internet à la fin de cette vidéo, ça sera indiqué. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Cette vidéo a été enregistrée le samedi 3 septembre à 10h15. Je vous souhaite un très beau week-end. À bientôt.